Le suaire de Turin est le linceul d'inhumation de Jésus-Christ. Les sceptiques disent que c'est une fraude médiévale, que c'est du flan. Mais c'est bien documenté que le suaire existait avant le Moyen-Âge. Voici un bref résumé. Le linceul fut transporté par Saint-Pierre depuis la tombe de Jésus jusqu'à Édesse en Turquie. Le suaire fut perdu et ne fut retrouvé qu'en 944, quand l'empereur byzantin envoya son armée le ramener à Constantinople. En 1204, les chevaliers européens de la 4e croisade saccagèrent Constantinople. Ils le ramenèrent en France, où Marguerite de Chernay le transféra à la famille de Savoie. En 1532, un incendie dans la cathédrale savoyarde, à Chambéry, en France, endommagea le suaire. En 1578, les Savoyards établirent leur capitale à Turin, en Italie, en prenant le suaire avec eux, où il y est resté depuis. En dépit des preuves incroyables que vous allez voir, il n'y a que deux arguments que les sceptiques utilisent pour tenter de démonter le suaire de Turin. Le premier, c'est le test au carbone, qui se fit en 1988, et l'autre, c'est une lettre de répudiation de l'évêque d'Arcy. Et cette lettre répudiée disait que cet évêque avait écrit cette lettre en disant connaître celui qui avait conçu le suaire. C'est ce qui leur fait conclure que ce linceul est faux. Mais ça ne prouve rien du tout. En fait, cette lettre de répudiation de l'évêque d'Arcy n'a jamais été prouvée authentique. Aucune de ces lettres n'a été signée ni datée. Il n'y a pas de preuve que le pape l'ait lue ou qu'elle lui fut même donnée. Le pape Clément VII autorisa que le linceul soit exposé au public durant cette époque. Il n'y a pas de preuve que ce soit l'écriture de l'évêque soupçonné. C'est simplement estimé être de 1389. L'artiste, ou le faussaire, n'est pas nommé, et il n'y a la transcription d'aucune enquête officielle. La première photographie du suaire avait été prise par Segundo Pia en 1898. Et celui-ci fut choqué, après l'avoir prise, de voir que le négatif était une image positive. Barry Schwartz, un juif, un photographe documentant le linceul, a dit, citation, « Assumant que le suaire fut construit au XIVe siècle, cela signifierait que quelqu'un aurait dû concevoir la photographie environ 650 années avant qu'elle ne soit inventée. Je ne le crois pas. » Fin de citation. Certaines marques de flagellation sur le linceul apparaissent seulement sous ultraviolet, ce qui veut dire que le faussaire aurait dû peindre les marques en les rendant invisibles à l'œil nu pour qu'ils soient discernés sous ultraviolet, avant que cet équipement ne soit inventé quelques 650 années plus tard. C'est impossible. Il n'y a pas la présence de pigments de peinture sur le suaire, ni de résidus de pinceau. Les images sur le suaire sont sans direction, donc elles n'auraient pas pu être peintes. En tout cas pas par main humaine. Kevin Morand, un ingénieur optique, a dit, citation, « L'image du suaire est faite de petites fibres de la taille d'1 dixième de cheveux humains. Les éléments de la peinture sont en fait distribués aléatoirement, comme des points dans votre photographie de journal ou la photo d'un magazine. Pour être en mesure de faire cela, il faut une précision atomique incroyable, faite au laser. Cette technologie n'existe pas. » Fin de citation. D'ailleurs, si quelqu'un avait peint le suaire, il aurait dû avoir un pinceau de 6 mètres, car les images ne sont pas discernables quand regardées de plus près. Ils ont aussi retrouvé du sang sur le suaire de Turin. Selon le physicien médical, le docteur Heller, et le spécialiste sanguin, le docteur Adler, ils ont non seulement trouvé du sang sur les marques du suaire, mais c'est du sang hautement chargé en bilirubine, un pigment biliaire qui n'apparaît que si l'homme mort a été sévèrement et traumatiquement battu. Le pathologiste Pierre Ballon est parvenu à la même conclusion. Il a lui aussi découvert que le sang présent sur le suaire était humain et de type AB. 13 tests ont confirmé qu'il y avait du sang sur le linceul. L'image du linceul est négative, mais les marques de sang sont positives. Les traces de sang sont restées rouges. Et pourquoi elles n'ont pas noirci avec le temps et l'oxydation reste inexplicable. Derrière les pieds du suaire, il y a le sang original quand l'homme était en vie. Ensuite, quand il a été mis dans la tombe, il y a eu à nouveau du sang. Donc 2 écoulements sanguins. C'est impossible de fausser ça.
Aussi, les experts avaient été choqués de voir la façon dont les preuves sanguines avaient été transférées jusqu'au suaire. Ça s'est fait parfaitement, sans la moindre erreur. Humainement parlant, c'est impossible. Le docteur Max Frey était un criminologue suisse, l'un des experts analystes mondiaux en pollen, poussière et autres. Il a développé les techniques pour savoir les faits de criminels, en analysant les pollens ou poussières de leurs vêtements. Et il fut consulté pour plusieurs crimes par les forces de police de plusieurs nations. Le jugement de ce docteur était très simple. Si le suaire avait été faussé dans la France du XIVe siècle, alors il ne devait y avoir que du pollen italien ou français sur le suaire. Mais les éléments de son analyse ont décelé près de 58 pollens spécifiques, et seulement 17 d'entre eux proviennent d'Europe. Le reste provient de Palestine ou du sud de la Turquie, d'Édesse ou de Constantinople. Ça signifie que le linceul devait se trouver en ces lieux à un moment dans l'histoire. 13 des pollens proviennent exclusivement de Palestine et poussent en Israël aujourd'hui. Le professeur Ress a découvert dans le linceul des morceaux de coton microscopiques. Et pas seulement du coton plein, mais du coton comprenant quelques torsions au centimètre. Nous devons réaliser que le coton a un différent nombre de torsions au centimètre, dépendant de son pays d'origine. Et le coton qui pousse dans la partie occidentale du monde a 20 à 25 torsions par centimètre, tandis que le coton qui pousse au Moyen-Orient a 8 à 10 torsions. Et le coton trouvé dans le suaire fait 8 torsions au centimètre. Donc ça correspond exactement au coton trouvé au Moyen-Orient. De plus, le coton ne poussait pas couramment en Europe à l'époque, 1260-1390, qui pour certains est la date de sa fabrication. Ils ont découvert sur le suaire des images de fleurs vraiment pointues, très précises, plusieurs centaines de celles-là. 28 fleurs spécifiques ont été trouvées, avec un grand niveau de précision. Toutes ces fleurs, et c'est important, poussent à Jérusalem, ou dans une circonférence de 20 km autour de Jérusalem. Donc quoi qui ait pu permettre ces images dans le suaire devait avoir un champ d'énergie élevé produisant les images de chaque objet présent dans le suaire à ce moment-là. Voilà pourquoi on a une image très précise de ces fleurs. Ils ont aussi trouvé de la saleté sur les empreintes de pieds du suaire. Cette terre provient de Jérusalem ou de Damas, mais nulle part ailleurs. Ils ont découvert des informations en 3 dimensions sur le suaire de Turin. C'est incroyable, car il faut réaliser qu'une peinture ou une photo n'a que des informations en 2 dimensions. Le suaire a pu avoir des informations en 2D et en 3D. Celles-ci ont été placées dans une machine appelée le VP8 Analyzer. Cet analyseur trouva que dans l'image du suaire, il y a des informations en 3D qu'un artiste n'aurait pas pu mettre. C'est aussi une coutume juive, quand une personne meurt, de mettre des pièces sur les yeux du défunt, quelque temps avant que le corps ne soit enterré. Et dans les tests du suaire de Turin, ils ont retrouvé une pièce sur l'un des yeux, l'œil droit. Cette pièce a 24 similitudes avec une pièce appelée le lepton, qui fut sortie par Ponce Pilate entre 29 et 36 après Jésus-Christ. Gardez en mémoire sur ce que vous voyez sur cette pièce, UKAI. Et maintenant, on va voir le suaire en zoomant plus près et plus large. Et c'est grâce à ces amplifications que le père Francis Philas a pu faire cette découverte. Vous pouvez voir le symbole avec les lettres UCAI. Le père Philas avait été choqué en découvrant ça, mais il se demanda pourquoi il y avait un C à la place du K. En 1981, au musée britannique, il avait découvert 2 pièces qui avaient un C au lieu du K. Donc cette information que l'on voit démonte tout acte faussaire. Le père Philas a dit, citation, « Même l'imagination la plus sauvage ne peut justifier aucune affirmation que les petites lettres de 0,79 mm de haut puissent avoir été imprimées sur le suaire. » Fin de citation. D'autres faits prouvent l'authenticité du suaire. Les tresses sur le côté du visage sont une coutume juive. Le corps du suaire n'est pas droit. L'abdomen apparaît comme enflé, montrant que la cause de la mort était la suffocation. Les jambes du suaire ne sont pas cassées, mais quand les Romains crucifiaient leurs victimes, ils cassaient les jambes des crucifiés. Ça s'explique dans Exode 12,46, où il est dit que personne ne rompera un os de son corps. Les écoulements sanguins. Nous devons réaliser que chez un crucifié, les mains forment un angle de 25-65 degrés. Donc le sang s'écoule d'une certaine façon. Et c'est exactement ce que fait le sang qui s'écoule sur le suaire, montrant par là qu'il vient d'un homme crucifié. Ces images causèrent au docteur Pierre Barbet, chirurgien-chef de l'hôpital Saint-Joseph de Paris, de dire, citation, « Si c'est l'œuvre d'un faussaire, alors le faussaire aurait dû être un anatomiste entraîné, car il n'y a pas une seule bavure. » Fin de citation.
De plus, quand un clou perce le nerf médian du poignet, le pouce se place automatiquement contre la paume. Tout ça, c'est voyant sur le linceul. Cela ne démente pas la prophétie, ils perceront mes mains et mes pieds, mais aucun de mes os ne seront cassés. Car les anatomistes de tous les pays, à travers l'histoire, comprennent que la main, c'est le poignet, la paume et les doigts. Voici un outil romain pour la flagellation, appelé le flagrum. C'est une poignée avec 3 cordelettes de cuir à son bout. Et chacune de ces cordelettes a un objet en forme de bille, accroché dessus, des objets métalliques. C'était un moyen pour les Romains de punir un individu en battant son corps par ses cornes. Et quand vous regardez l'objet du bout, à la fin du flagrum, il coïncide parfaitement avec les blessures du suaire. Un auteur a écrit qu'il y a 120 blessures de flagellation sur le suaire de Turin. Et les lois juives limitaient le nombre de fouets à 40. 40 fois 3, ça fait 120. Les blessures sur le côté du suaire font 2 cm sur 1 cm, ce qui correspond exactement à la taille du bout de la lance romaine, appelée aussi lance de Longin ou lance de la destinée. Elle est gardée dans la trésorerie des Habsbourg, à Vienne, en Autriche. La légende dit que c'est bien la lance qui perça le côté de Jésus, et qu'elle appartenait à Longin, un soldat romain assigné par Ponce Pilate à la tâche de transpercer les côtés. Ce qui est intéressant, c'est qu'Hitler croyait en cette légende, et qu'à l'âge de 19 ans, il avait visité la trésorerie des Habsbourg. C'est après avoir envahi l'Autriche au début de la Seconde Guerre mondiale qu'il s'empara de la lance, car il croyait qu'il en avait besoin pour conquérir le monde. Mais continuons sur l'anatomie du suaire. Les fesses sont absentes de rigidité cadavérique, et les scientifiques ont dit que celui qui est dans ce suaire n'était mort que depuis 40 heures. Un pathologiste du comté de Los Angeles, le docteur Bucklin, a dit, citation, « Les preuves d'un homme flagellé, ayant été crucifié et mort de suffocation, sont très claires. Les marques sur ce corps sont si claires et si médicalement précises qu'elles sont, selon mon opinion, au-delà de tout débat. » Fin de citation. Et l'autre question, la voici. Pourquoi garder une telle relique? Eh bien parce que c'est réellement le véritable suaire de Jésus-Christ. Les avocats du Saint-Suaire avaient reçu un grand coup quand les données au carbone 14 étaient sorties en 1988, où il était dit que ce suaire datait d'entre 1260 à 1390. Mais le carbone 14 est loin d'être une science exacte. En effet, les mollusques fraîchement tués sont perçus comme morts il y a 3000 ans. Et l'évolutionniste William Stanfeld a dit, citation, « Il n'y a absolument aucune horloge radiologique fiable à long terme. » Fin de citation. La datation au carbone 14 est basée sur un nombre d'hypothèses telles que celle-ci. Le taux de putréfaction a toujours été le même au cours de l'histoire. La quantité de carbone 14 dans l'atmosphère a toujours été la même. C'est aussi fondé sur l'hypothèse que la colonne géologique soit correcte. Mais on a prouvé que ce n'est pas correct. 3 laboratoires avaient été sélectionnés pour appliquer les tests au carbone 14 sur le suaire. 3 échantillons contrôlés de l'un d'un âge connu leur ont été donnés pour assurer la précision de leurs tests en laboratoire. Un échantillon, connu initialement comme datant de 3000 avant Jésus-Christ, revint à la fin des tests en laboratoire avec un écart de 1100 ans. Les testeurs ont défendu ces erreurs comme étant dues à la contamination des échantillons. Mais après avoir refait les tests, l'échantillon était toujours de 1100 années d'écart. Donc il y a trop de variables pouvant affecter les résultats. En plus, les testeurs d'échantillons, ainsi que leur laboratoire, ont violé 14 protocoles scientifiques, établis pour assurer la précision du test. D'autre part, ces laboratoires conduisaient les examens en se consultant les uns les autres. Le secrétaire d'État Casaroli, dont la rumeur dit qu'il est franc-maçon, donna la supervision des tests au carbone 14 au directeur de recherche du British Museum, le Dr Michael Tite. Donc il est étrange que le Dr Casaroli ait donné la supervision du réputé suaire d'inhumation de Jésus-Christ à ses ennemis déclarés. Ce qui est intéressant, c'est que le Dr Tite a écrit une lettre au directeur du laboratoire de radiocarbone de l'Université de Lyon, le Dr Jacques Evin. Il lui a demandé de trouver un linceul similaire à celui du Saint-Suaire dans tous ses détails. Evin chercha et trouva un linceul très similaire au suaire de Turin, conçu à la fin du XIVe siècle. Le Dr Tite nia avoir écrit cette lettre jusqu'à ce que sa lettre avait été publiée. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont fait ces tests, ils ont découpé des bouts du suaire de Turin, et tout ça se faisait avant qu'il y ait des caméras vidéo, le 21 avril 1988. Les 3 hommes impliqués étaient le Dr Tite du laboratoire du British Museum, le cardinal Ballestero, qui au fait, avant les tests au carbone 14, niait déjà l'authenticité du suaire, et le professeur Gonella, conseiller scientifique de l'archevêque.
Ces personnes ont découpé des morceaux du Saint-Suaire et se sont rendues dans des pièces séparées où les caméras vidéo n'étaient pas autorisées. Ce qu'ont fait ces trois hommes n'a jamais été discuté entre eux. Il apparaît néanmoins évident qu'il y a eu substitution des linceuils. Et la taille du linceul que les laboratoires avaient testé, les trois laboratoires où le morceau du linceul avait été envoyé, n'est pas la même que celui qui avait été découpé sur le Saint-Suaire. Et pour quelques raisons, deux laboratoires ont reçu deux échantillons du linceul. D'abord, tout le monde le niait, pour ensuite l'admettre plus tard. En fait, on ne peut pas obtenir ces échantillons, car après que les données sont obtenues au carbone 14, les échantillons sont détruits. Le testeur en chef à Zurich, le Dr Wollifi, déclarait publiquement, même avant ces tests, qu'il pensait que ce suaire était un faux. Donc toutes ces personnes impliquées, ou la plupart, semblaient de toute façon ne pas croire au suaire. Donc ils avaient un plan défini pour faire en sorte que le suaire soit un faux. C'est ça qu'ils cherchaient. Et quand ces supposés résultats sortaient des trois laboratoires disant que c'était entre 1260 et 1390, le professeur Hall et le docteur Tite ont fait leur propre conférence de presse et ont écrit en très gros sur un tableau les supposés résultats, ponctués d'un point d'exclamation. Le Daily Telegraph de Londres, du 26 mars 1989, disait les motifs principaux. Il rapportait que le vendredi saint du 25 mars 1989, 45 hommes d'affaires et amis riches proposèrent au professeur Hall d'Oxford 1 million de livres pour ses services, pour avoir déterminé que le suaire de Turin était une fraude médiévale. Hall disait vouloir utiliser les fonds pour créer une nouvelle chaire de sciences archéologiques à Oxford pour être avec le docteur Tite. Fin de citation. Donc le Dr Hall avait assisté le Dr Tite dans le crime en lui fournissant une chaire à Oxford en récompense d'avoir menti au monde sur la plus grande relique de tous les temps. Mais d'abord, si le suaire est reproductible, pourquoi personne ne l'a encore reproduit? C'est parce que personne ne le peut. Les sceptiques ne peuvent pas le reproduire. Le suaire montre très clairement que Jésus-Christ a vécu, que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ a ressuscité.